je souhaitais qu'on travaille plus particulièrement sur la dimension de l'équipe de soins et de voir de quelle manière on est capable d'aider à travers un projet comme Parole Onco la capacité pour les professionnels de finalement travailler dans les meilleures conditions et aussi de faire en sorte que les patientes se sentent plus outillées dans leur capacité d'interagir avec les professionnels de la santé et finalement avoir plus de capacité à s'engager dans leurs propres soins et à prendre des décisions éclairées. Donc, c'est à travers cette volonté-là que on vous propose plusieurs binômes ou trinômes là, qui vont venir à la fois du Centre hospitalier universitaire de Montréal, du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, du CHU de Québec, Université Laval. Donc, est-ce que Céline est arrivée? Oui. Céline, il va falloir que tu mettes peut-être ta main où Cécile va être capable de pouvoir t'identifier. Alors, comme elle est au téléphone, je ne peux pas la mettre en évidence. Ah, ok. Mais Céline va pouvoir. Céline, est-ce qu'on peut t'entendre, s'il te plaît, juste pour être sûr que le son marche bien? Ou lever la main, effectivement. Ça serait Ou si tu peux lever la main. Est-ce qu'on t'entend? Moi, je ne t'entends pas là. Le son est coupé pour l'instant. Est-ce que tu peux ouvrir ton son, Céline? Est-ce que vous l'entendez? Non, moi, je ne l'entends pas. Israël, est-ce qu'on commence par Israël alors si on n'est pas capable d'avoir Céline? Elle était serrée dans le temps, donc ce serait bien qu'il passe en premier. Mais... D'accord. Attends. On peut attendre 30 secondes. Ouais, Israël, on va attendre une petite seconde pour Céline. Pourquoi on ne peut pas l'entendre, Céline? On avait fait des tests, ça fonctionnait. Est-ce que vous êtes en communication avec elle, la Liette? Est-ce que tu peux l'appeler? Je pense que c'est Monica qui devait être en communication avec elle. Ok. Parce qu'elle est à l'extérieur. Alors, peut-être demander à Monica. Ok, ben on va commencer quand même avec toi, Liette, si tu veux bien, là, puis on va essayer de faire en sorte que Céline se joigne à nous le plus rapidement possible. Donc, dans le cadre effectivement de ce projet Parole Onco, je serais intéressée que tu reviennes un peu sur les raisons qui ont fait que tu as accepté d'être une patiente accompagnatrice. Et finalement aussi, attends, donc est-ce que je suis en train de me tromper là? Qu'est-ce que tu penses que tu apportes aux équipes cliniques grâce à tes interventions auprès des patientes? Je serais intéressée que tu partages ça avec nous. D'accord. Alors, je suis Liette Lorrain, patiente accompagnatrice depuis le début du projet 2017. C'est Marie-Pascale qui m'a approchée. Et comment refuser quelque chose à Marie-Pascale? Alors, je suis bien heureuse de mon engagement. J'ai eu mon premier diagnostic de cancer à 42 ans, une récidive à 46 ans. Ça fait un peu plus de 20 ans. Alors, c'est mon entrée en matière quand j'accompagne une femme. Ça leur donne de l'espoir. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de propos qui recoupent les autres. Je trouve pas ça redondant. Au contraire, c'est rassurant pour moi. Alors, ma question est en 3 points, Marie-Pascale. Le premier, puis pour rejoindre Dr. De Guise, nous pensons que nous sommes une valeur ajoutée pour les patientes. On agit en complémentarité avec les équipes cliniques. Celles-ci ont les connaissances pour traiter la maladie et nous, on a l'expérience d'avoir vécu avec la maladie. C'est peut-être là que nous faisons une différence et que nous apportons cette valeur ajoutée. Ça permet à la patiente de s'identifier à une femme qui est passée par là. Une certaine complicité s'établit et ça facilite beaucoup, beaucoup la communication. Deuxième point, on a le temps. Le temps, là, c'est des coûts. Ça aussi, ça rejoint je pense, ce que le docteur De Guise disait. Alors, une première rencontre peut prendre jusqu'à 1 heure, 1h30, des fois moins, des fois plus, ça dépend des femmes. Souvent, la patiente est anxieuse et désire discuter des étapes à venir dans sa trajectoire de soins. Elle peut nous parler une fois, ce sera suffisant, ou d'autres appels lui seront nécessaires tout au long de son parcours de soins. Nous investissons souvent plusieurs heures d'accompagnement pour certaines patientes. Elles en sont toujours très reconnaissantes car nous avons le temps, ce précieux temps. Le bien-être des patientes est au cœur de nos préoccupations. Ça prend du temps pour couvrir toutes les conséquences sur la vie quotidienne, familiale, professionnelle et que sur les aspects ainsi que sur les aspects organisationnels et cliniques de la maladie. Le but ultime dans nos accompagnements est d'écouter attentivement la patiente afin de l'aider à composer avec sa nouvelle réalité après un diagnostic de cancer du sein.
Alors, on les informe donc du rôle des organismes internes et externes qui peuvent les aider. On le sait que l'annonce d'un diagnostic est angoissante, éprouvante et très déstabilisante. Les patientes nous confient parfois des préoccupations qu'elles n'osent pas toujours dire aux équipes cliniques. Alors, c'est ça la complexité des fois que disait Marie-France Vachon là, concernant les patients. Ça peut être complexe aussi là, dans leur questionnement. Les patientes nous confient parfois. Alors, nos échanges permettent de les soutenir et de les aider à reprendre le contrôle de leur vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut gérer tout ça. On en sait quelque chose. Alors, il y a un fait que j'aimerais apporter. Est-ce que je continue ou bien Céline est arrivée ou ça va, Marie-Pascale? Céline, elle nous fait des petits coups un peu. Ça y est, elle vient, elle repart. C'est un peu spécial. Alors, quand elle sera arrivée, je vais lui donner. Elle est arrivée, là. Elle est arrivée? Ouais, est-ce que je continue, Marie-Pascale, ou je lui donne? On va peut-être lui laisser la parole, là. Céline, tu nous entends? D'accord. Céline, tu nous entends? Tu l'entends? Elle est repartie? Elle est là, mais le micro est coupé. Voilà. Ok. Bon, continue, Liette, parce qu'elle a recoupé son micro, là, et on n'arrive pas à la joindre au téléphone, donc c'est pas très, très évident. Alors, un fait important que j'aimerais préciser, dans notre équipe, parmi les merveilleuses femmes avec lesquelles on accompagne les patientes, nous sommes jumelés à des patientes qui ont sensiblement le même cancer et la même trajectoire de soins que nous avons eue afin de mieux répondre aux questions des patientes que nous accompagnons. Nous comptons parmi les femmes patientes accompagnatrices 2 femmes qui ont un cancer métastatique, dont Sylvie parlait tantôt, qui est une des patientes, et qui sont toujours en trajectoire de soins. 2 jeunes PA, patientes accompagnatrices, de moins de 40 ans, toujours dans le but de mieux répondre aux réalités des patientes. Et il y en a même une qui a eu une mutation génétique. Alors, elle peut parler aussi aux patientes qui ont un diagnostic et qui sont porteuses du gène. Alors, le 3e et dernier point, nous soutenons les patientes pour qu'elles deviennent partenaires de leurs soins. Alors, c'est l'objectif principal de Parole en cours. L'état d'angoisse et d'anxiété de certaines patientes lors de l'annonce de leur cancer les empêche de bien comprendre l'information verbale ou écrite qu'on leur donne. Alors, elles se sentent souvent bousculées dans la prise d'une décision sans comprendre et sans avoir toute l'information requise pour prendre une décision éclairée. Alors, nous les aidons à bien comprendre leur situation médicale en leur proposant de l'information crédible et non le docteur Google, des fois, qui peut transmettre des informations qui sont des fois discutables. Nous les invitons et les aidons également dans la préparation de leur rencontre avec leur équipe de soins, car il est difficile pour certaines d'entre elles de poser des questions sur un sujet qui leur est inconnu ou nouveau. Nous leur suggérons également de ne pas hésiter de communiquer avec leur équipe de soins afin de recevoir toute l'information nécessaire à leur compréhension et à la décision qu'elles auront à prendre dans la trajectoire de leurs soins. Une meilleure compréhension et préparation de leur part aideront à optimiser le temps lors de leur rendez-vous clinique. On parle toujours de temps. J'aimerais vous faire part d'un constat qu'on a fait. Les rencontres de groupe préopératoires ou avant le début des traitements de chimio visant à donner de l'information aux patientes et à répondre à leurs questions n'ont plus lieu au CHUM depuis la pandémie. On réalise que ces rencontres étaient très rassurantes et informatives pour les patientes. Résultat, on constate que les femmes sont plus inquiètes et demandent encore plus d'informations. Il a été documenté qu'une patiente qui possède et comprend toute l'information nécessaire adhère mieux à sa trajectoire de soins. Voilà. Est-ce que Céline est arrivée? Elle est bien présente avec nous. Donc, Céline, est-ce qu'on pourrait, peut-être tu pourrais te présenter? Décidément, on n'a vraiment pas de chance. On a fait des essais pourtant. On entendait son micro tout à l'heure? Ah, ok. Bon, c'est effectivement, on est déçus là de ne pas pouvoir l'entendre. Là, c'est vraiment dommage. Monica, est-ce que tu as des nouvelles de Céline? Non, elle ne répond pas au téléphone malheureusement. Ok, d'accord. Je lui ai dit de m'appeler, je la mettrai sur haut-parleur si jamais. Okay. Écoutez, on va de toute façon rester ouvert. Si elle se joint à nous, on va lui laisser la parole. Mais entre-temps, on va passer à notre… Mais merci d'abord beaucoup, Liette, parce que je pense que tu as fait un sacré tour de tout ce que vous faites là. C'est très, très exhaustif comme différentes modalités. Est-ce que je réponds à la deuxième question?
Comment faciliter notre collaboration? Oui, exactement. Vas-y, vas-y. OK. Alors, comment faciliter notre collaboration avec des équipes cliniques pour mieux les soutenir auprès des patients et inversement? J'aimerais rappeler que dans le cadre du Programme québécois de lutte contre le cancer, l'un des objectifs visés par la Direction générale de cancérologie au sein du ministère de la Santé et des services sociaux était l'amélioration de l'expérience de soins des patients, notamment en termes de soutien émotionnel et d'information, afin de contribuer à améliorer la qualité, la coordination et la performance des soins et des services. Ça, on a toujours cet objectif en tête lors de nos accompagnements. Il nous arrive parfois de recevoir des doléances de la part de certaines patientes. Nous sommes toutefois conscientes qu'il faut faire la part des choses entre leur interprétation des faits, souvent provoquée par leur anxiété ou par un manque de communication. Cela fait partie de notre mission première et de nos valeurs profondes d'offrir aux patientes notre écoute afin de trouver des pistes de solutions pour s'assurer de leur bien-être et les diriger vers les bons intervenants. La notoriété du CHUM est importante pour nous. Donc, pour revenir à la question, comment maintenant on peut faciliter notre collaboration? Depuis 2020, nous avons franchi plusieurs étapes dans le déploiement du programme Parole Onco dans les équipes de soins, mais il en reste encore pour une réelle intégration. Bien que la volonté y soit, des actions concrètes doivent suivre à tous les paliers de la direction. Il est essentiel qu'un leadership actif soit en place et porté par une personne ou un groupe désigné pour assurer le déploiement du projet et l'intégration des PA au sein des équipes cliniques. Nous sommes conscientes des conséquences laissées par la pandémie et le roulement de personnel. Notamment, on constate que l'information sur la promotion de Parole Onco doit continuellement être réanimée auprès des équipes cliniques. Les patientes ressentent aussi cette situation. Nous pourrions accompagner beaucoup plus de patientes que présentement. Nous souhaiterions que des références systématiques puissent être faites afin que chaque femme puisse bénéficier d'un accompagnement, si elle le souhaite, bien sûr. Cela pourrait ainsi soutenir les équipes de soins car les patientes constatent aussi la charge de travail du personnel et le manque de temps. Pour faire connaître Parole Onco, nous pensons également qu'il serait constructif d'impliquer les PA dans des comités internes, comités de suivi de projet, rencontres en équipe multidisciplinaire et d'autres ou autres. Il est aussi important d'établir une rétroaction entre les PA et les équipes cliniques pour mieux savoir comment nous pouvons les aider, et ce, toujours dans le but de mieux accompagner les patients et de collaborer ensemble. Les PA ont très à cœur le projet Parole Onco pour y avoir investi beaucoup de temps et d'énergie. Les besoins et les expériences des patientes sont des informations cruciales pour l'amélioration des pratiques et des échanges avec les équipes cliniques. Alors, comment pourrions-nous co-construire ensemble à améliorer l'expérience de soins des équipes, l'expérience de soins avec les équipes? Pour terminer sur une note royale, la reine Élisabeth, décédée au début de septembre et qui a régné 70 ans, se plaisait à répéter « Pour être cru, il faut être vu ». On pourrait l'adapter aux patientes accompagnatrices en disant « Pour être reconnu, il faut être connu et nous connaître, c'est nous adopter ». Merci. C'est tellement vrai, bravo. Merci. En tous les cas, on vous a toutes adoptées, ou toutes et tous, et on veut continuer vraiment à travailler avec vous pour de nombreuses années pour le bénéfice de notre système de santé, parce et le système de santé a grandement besoin de vous. Donc, je vais laisser justement la parole peut-être à Israël pour rebondir, parce que c'était très proche aussi du message que Israël voulait passer. Israël est aussi avec Isabelle Roy et Monique Chartier. Ça va être un trio à 3, donc un clinicien, une patiente accompagnatrice et une patiente accompagnée. Donc peut-être, Israël, tu pourrais revenir justement un peu sur comment on fait la promotion, puis l'apport que ça a dans ta propre pratique de pouvoir travailler au jour le jour avec des patientes accompagnatrices. Bonjour Marie-Pascale, merci de cette tribune. Moi, je suis radio-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, c'est avec un grand plaisir là, que je veux partager l'apport que les patientes accompagnatrices ont. Oui, ça va? Oui. Donc, l'apport que les patientes accompagnatrices ont au sein de la trajectoire là, oncologique chez nous. Évidemment, c'est une innovation majeure
d'avoir intégré les patientes accompagnatrices au sein de notre trajectoire, comme clinicien en radio-oncologie, mais aussi là, à divers niveaux en chirurgie et en oncologie. On voit l'apport important de ces patientes-là, un apport tout en complémentarité avec notre expertise médicale. Donc, ce que je dis souvent là, aux gens qui m'entourent, aux patientes avec qui que je rencontre, nous sommes les experts médicaux, on est l'expert de la maladie, on a des infirmières pivots, on a des psychologues, mais il y a rien que tel qu'une patiente pour parler à une autre patiente et ça nous permet d'avoir comme clinicien une vision 360 degrés en fait de notre patiente puisque oublions pas qu'on travaille en collaboration avec nos patientes accompagnatrices qui nous font des rétroactions et donc qui nous permettent d'identifier des situations qui sont plus critiques et des partages qu'elles ont avec nos patientes que nous n'avons pas eu. Pourquoi que ça arrive? Je me considère comme un clinicien qui est quand même très proche de ses patients. Par contre, je crois qu'il existe et qu'il existera toujours dans la tête de nos patientes une certaine barrière à discuter de certains sujets, puisque de un, nous ne l'avons pas vécu, et puis cette barrière-là, elle n'existe pas entre deux patientes, et c'est des discussions qui sont tellement essentielles, puis qui permettent un support tant au niveau émotif que des explications au niveau organisationnel, que des informations au niveau clinique, mais c'est des questions qui sont abordées, des sujets qui ne le seraient pas nécessairement avec un professionnel de la santé, qui soit médecin, infirmier, psychologue. Donc, c'est un apport qui est essentiel. C'est un ajout aussi, je dirais, malgré qu'on est dans un bon système de santé, mais ça ajoute de l'humanité. Dans nos soins et ce temps-là qui est pris par nos patientes accompagnatrices avec nos patientes, je trouve que ça a un impact majeur et je sais, sans savoir qui a été accompagné, même si j'offre l'accompagnement, je sais pratiquement à tout coup qui l'ont été et qui ne l'ont pas été par leurs questions, leur autonomie, ils sont mieux préparés lorsqu'elles viennent me voir. Elles ont des questions qui sont, je dirais, qu'elles n'auraient pas osé me poser auparavant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve que ma pratique a également changé. Puis moi, j'ai un biais, je suis déjà vendu au projet de Parole Onco, mais malgré le fait que je sois quelqu'un qui était convaincu de l'impact des patientes accompagnatrices au niveau clinique pour mes patientes, je vois un impact également au sein de ma pratique, puisque depuis que j'inclus des patientes accompagnatrices au sein de la trajectoire en radio-oncologie notamment, j'ai amélioré la trajectoire de soins ou certains points de la trajectoire qui est en lien avec des commentaires que j'ai reçus des patientes accompagnatrices, des commentaires qu'elles ont accueillis des patientes elles-mêmes que je n'aurais pas eu autrement. Donc, c'est un levier important dans tout le processus d'amélioration continue. Puis ça, c'est sur une toute partie de ma trajectoire. Imaginez qu'est-ce que ça peut avoir sur toute une trajectoire au complet. Et ça, c'est une information qui est tellement précieuse et qui est essentielle, je crois, là, à continuer là, d'acquérir. Puis c'est un processus qui est sans cesse là, je dirais qu'il ne cesse de s'améliorer, puis c'est dans l'amélioration de l'expérience de soins là, des patients. Un immense merci pour ce partage, parce que tu reviens vraiment bien sur deux dimensions, enfin même plusieurs dimensions. La dimension avec la relation avec tes patients, les patients accompagnateurs, grâce à la présence des patients accompagnateurs, et puis tout l'impact autant au niveau organisationnel global que ta propre pratique à toi là. Donc ça, c'est assez fascinant là. On pensait pas qu'il y aurait autant de vertus entre guillemets de notre intervention. On avait des hypothèses de travail au départ, mais on voit là concrètement que ça se traduit par des changements de comportement et d'organisation. J'ajouterais aussi l'importance du clinicien. Tant le médecin que le professionnel de santé, que l'infirmière pivot, que l'infirmière clinicienne, que la psychologue, dans tout ce qui s'appelle,
dans le beau programme que s'appelle Parole Onco, parce que d'une part, il faut référer les patientes au programme Parole Onco et ça passe par les cliniciens. Aussi, peu importe le type du clinicien, il faut que ces patients-là soient référés. Et puis, parce que s'ils ne connaissent pas le programme, il n'y a pas de référence nécessairement, ou il y a moins de références. Donc, il faut agrandir ça. Et un autre point important, il faut des patientes accompagnatrices. On veut qu'il y en ait beaucoup des patientes qui sont accompagnées, mais il faut multiplier les patientes accompagnatrices, et c'est le clinicien qui a une connaissance des patientes qu'il côtoie dans ses suivis, qui permet également d'identifier des bons et des bonnes candidates, des gens qui sont intéressés à faire la différence, des gens qui ont une humanité. On a la chance d'être entouré de tellement de belles personnes, de beaux et de belles patients accompagnateurs et accompagnatrices, mais il en faut davantage pour pouvoir réaliser, je dirais, pour étendre de façon transversale le programme dans toute l'oncologie. Donc, je dirais, il faut semer des graines au sein de vos patients et d'aller les dénicher, ces patients d'exception-là, pour les intégrer avec nous dans le programme. Il ne faut pas avoir peur de leur dire « Hey, vous savez, il existe Parole Onco, vous démontrez un intérêt pour l'aide, pour faire une différence. Ben, si jamais un jour ça vous tente, venez me voir, puis il existe un programme dans lequel vous pouvez aider d'autres patientes. » Et moi, j'ai plusieurs patientes qui me reviennent quelques mois plus tard puis me disent « Vous savez, Dr Fortin, je suis intéressée. » Donc, il ne faut pas minimiser ça. Merci, beaucoup, beaucoup, Israël. J'aurais demandé un peu à Isabelle une question qui n'était pas sur le script, là, mais en quoi ça a changé ta relation avec Israël d'être devenue une patiente accompagnatrice dans ton côté relation de soins et aussi dans ton côté relation patiente accompagnatrice? Mais il y a quand même 2 cases dans ma tête à moi de quand je le rencontre pour parler de moi, de mon cas en particulier. Mais c'est devenu, je trouve, un ami. On le sait tous, Israël est merveilleux. Donc, c'est une belle relation, je trouve. Et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir faire ça parce que moi, j'aurais aimé ça avoir du suivi. Donc, je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir en donner puis de pouvoir faire de l'accompagnement. Je trouve que c'est un très beau programme mis en place. Tantôt, Liette a répondu à tout ce que je voulais dire. Elle a dit un peu dans les mêmes mots là, tout ce que je voulais dire, passer comme message. Mais je peux dire surtout que les patientes, nous, on n'essaie pas de prendre la place des médecins. C'est pas du tout ça. On veut vraiment apporter du support, du réconfort. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre, je pense, qui peut s'établir auprès des patientes de ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment chouette. Et quand on disait aussi, là, Michel est revenu en disant on n'a pas encore de résultats au niveau vraiment de l'impact clinique, là, de savoir en état de santé et autres. Est-ce que tu penses que toi, pour ton propre état de santé, ou est-ce que tu penses que pour les patientes accompagnatrices, ça fait aussi partie, parce qu'en santé mentale, là, on parle de recovery ou de, comment ça s'appelle, j'oublie le mot en français. Mais est-ce que ça peut t'aider toi aussi dans ton cheminement post-traitement aigu? Oui, absolument, parce que je trouve que ça me place dans une autre position avec un certain recul, justement, par rapport à ma maladie à moi. Et donc, je vois ça avec des yeux différents. Et je trouve aussi que les patientes que j'accompagne en général sont beaucoup moins angoissées que moi je l'étais. Donc, je me dis peut-être que j'étais, en tout cas, bref. Mais je trouve vraiment impressionnante. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidé à cheminer moi-même dans mon parcours de patiente. Ah, c'est génial. Alors là, Monique, merci d'être avec nous. Là, c'est la première fois qu'on vous accueille dans le cadre de Parole Onco. Donc, je sais que c'est toujours un peu impressionnant quand on vient raconter quand même comment on a vécu tout un épisode comme celui-là. On est très, très, très intéressés à mieux comprendre comment vous avez réussi à potentialiser votre relation avec Israël et l'ensemble de l'équipe grâce, évidemment, à tout le contact que vous avez eu avec Isabelle au cours de ces derniers mois. Est-ce que vous voudriez un peu partager votre expérience et comment ça vous a aidé justement à être encore plus partenaire de vos soins et plus partenaire de votre équipe clinique? Il faut que vous mettiez le son, parce que sans son, on ne vous entend pas. Excusez-moi, je suis en 2 rendez-vous, Madame Docteur Pommery. C'est bien à moi que vous parlez, n'est-ce pas? Merde, qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que vous m'entendez? Non, en fait, on parle à Monique Chartier. Pardon. Je me suis trompée. Pardon. Monique Chartier, tu es toujours sur mute. Je ne sais pas si tu sais comment enlever. C'est peut-être en bas à droite, à gauche, le petit micro. Faites cliquer sur le micro. Ah, oui, bon, je l'ai, je pense. Vous m'entendez? Oui, c'est moi qui vous entends plus, mais enfin, si vous m'entendez. Vous avez fermé vos micros. Bon. Commencer par le commencement, peut-être. J'ai un peu planifié là, de répondre à vos questions dans le sens comment j'ai accepté là, de rencontrer la patiente accompagnatrice. Je suis contente de te voir, Isabelle, d'ailleurs, en personne. On s'est parlé. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te voir. Ça a été assez spontané pour moi. Docteur Fortin m'a expliqué le projet. Alors, en début de maladie, on est aussi en survie, puis moi j'étais plutôt dans le mode action, puis j'ai dit oui tout de suite d'une façon assez spontanée pour adhérer au projet. Au début, le contact s'est fait, c'est Isabelle qui m'a contactée dans le fond, et au début j'étais bien entourée. Ça devait être assez court mon cheminement là au niveau du cancer et tout ça. C'est assez compliqué. Isabelle gardait contact et j'ai bien apprécié. Parce que effectivement, j'avais besoin à un moment donné par la situation de ventiler, et effectivement, on dit pas tout à notre famille, hein, on les protège un peu et ça donne cette occasion-là d'exprimer ce qu'on est où est-ce qu'on se situe, de prendre conscience aussi un peu de la gravité de la situation, un peu beaucoup même, là, mais en l'exprimant, puis en avant une écoute attentive, incroyable, ce qui fait que et ça permet aussi, à un moment donné, d'avoir des questions qui surgissent lorsqu'on exprime. Et oui, effectivement, à ce moment-là, je revenais avec Dr. Fortin, puis j'avais des interrogations dans ce processus-là et il prenait le temps là, de m'expliquer tout ça, tout ce que je sentais qu'on était disponible pour moi, qu'il n'y avait pas de temps quand je posais mes questions, qu'il n'y avait pas de temps quand Isabelle m'écoutait aussi. Il y avait de la douceur, il y avait du réconfort au bon moment, elle rappelait au bon moment dans des situations, puis il y a une intuition ou quoi, mais puis effectivement avec Dr. Fortin, j'ai eu aussi cette chance-là d'avoir des réponses à mes questions et sentir que je pouvais poser toutes mes questions aussi. Puis de pas sentir, parce que des fois on est sensible, mais que la personne est impatiente, qu'elle n'a pas le temps. Je ne sentais pas ça. Alors ça faisait comme une relation, un lien qui faisait que je me sentais accompagnée, je me sentais vraiment rassurée, puis que j'avais le temps de poser mes questions puis de recevoir mes réponses, puis le temps d'écoute aussi. Alors ça fait des soins humains, ça humanise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que le reste, hein, les appareils, tout le reste du système n'est pas toujours humain. De sentir ça, c'est très, très, très important dans ce processus-là. Oui, mais douceur, écoute, disponibilité, ça humanise effectivement.
Voilà. Vous avez tellement raison de revenir sur le fait qu'on est beaucoup dans la technique, dans le domaine de nos établissements de soins, et puis que le temps consacré dans la relation humaine n'est pas toujours autant valorisé que ce côté technique. Et par l'intermédiaire du soutien qui est assuré par Parole en Co, on remet vraiment à l'honneur cette partie qui est tellement essentielle pour faire en sorte que justement le côté technique puisse se faire dans les meilleures conditions là. Donc Israël, veux-tu réagir? Puis après on va laisser la parole à Céline. Oui, donc je voulais juste, Isabelle fait un travail extraordinaire. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des patientes aussi, des patientes accompagnées aussi extraordinaires. Puis je voulais mentionner le fait que non seulement on a des liens qui sont différents avec notre patient. Le médecin et le patient accompagnateur ont des liens qui sont différents et le lien entre Madame Chartier et Isabelle était tellement fort que à certains égards, Madame Chartier a appelé ou a fait appel à Isabelle avant de me faire appel à moi. Parce que pour certains sujets, ce lien-là était plus important, bien qu'après la boucle s'est refaite. Donc, je trouve que c'est un élément qui est essentiel dans cette aide-là. Et dernier point, sans entrer dans les détails, le type de pathologie, le type de traitement que Mme Chartier a eu était quand même différent au final de tout ce que Isabelle a vécu. Et malgré ça, le lien était tellement fort, donc on revenait à la base, le patient qui parle au patient. Et malgré la trajectoire individuelle de chacune qui était différente, le lien était là, la compréhension était là et surtout le lien thérapeutique qui a existé entre elles était là. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, je confirme qu'effectivement, il est arrivé à un moment donné où j'ai eu à prendre une décision et vraiment, parce qu'Isabelle avait gardé contact, par son écoute, ça a été un réflexe chez moi. Je suis sortie aussi d'une infection où j'étais affaiblie, un peu découragée, disons que ça avait frappé fort à ce moment-là. Et le réflexe a été justement d'appeler Isabelle pour m'éclairer dans ma prise de décision, pour m'écouter dans le fond. Puis tu m'as dit une phrase qui faisait que ça m'a comme rassurée dans le sens où je me trouvais j'avais de la difficulté à prendre cette décision-là, puis je trouvais que je me sentais pas bien là-dedans. Et tu m'as exprimé à un moment donné que c'était la plus grande décision de ma vie, et c'était tellement ça. Puis en même temps, ça dit, je comprends pourquoi je me sens comme ça. Parce que la phrase m'a permis de dire, OK, bon, prends le temps. Puis, mais c'était cette phrase-là, c'était la phrase clé là, que j'avais besoin d'entendre pour après continuer ma réflexion, mais en prenant soin de moi aussi à travers ça, là, ou en m'accueillant dans ce que je vivais. Là. Donc, merci. Merci aussi, Dr. Fortin. Ça a été vraiment l'écoute. Ça a été vraiment précieux de sentir que quand j'avais des questions, j'avais l'écoute et je sentais pas que vous étiez pressé malgré le travail fou que vous avez à battre à chaque jour. Je sentais la disponibilité, la présence complètement 100% présent et ça c'est tellement important parce qu'à ce moment-là, on sent qu'on peut poser nos questions puis on va jusqu'au bout là de nos questions en fait là, c'est ça. Voilà. Ouais, ça nous offre enfin un espace vraiment pour être soi-même et montrer toute sa vulnérabilité et puis au travers de cette vulnérabilité de pouvoir reprendre du contrôle. C'est vraiment fou, quoi. C'est impressionnant. En tout cas, moi, j'ai été prise d'une grande onde d'émotions en vous écoutant là. Franchement, j'en ai les larmes aux yeux là. Donc vraiment, c'était très 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 impressionnant comme témoignage à vous trois. Merci du fond du cœur là, vraiment d'avoir été aussi transparent aussi sur quand même le côté très, très, très douloureux et difficile de passer à travers ces événements-là. Et quand on est au fond, on a l'impression que jamais on va pouvoir s'en sortir. Eh bien, finalement, il y a une petite flée là, de patiente accompagnatrice qui permet de pouvoir redonner la petite étincelle de vie. Là, vraiment, bravo et merci. Ah, c'est dur de faire une transition là, mais on va avoir la chance d'avoir Céline qui est avec nous, qui est même en voiture, c'est ce que je comprends.
Oui, vous m'entendez bien, Dr. Pomrier? Oui, on t'entend bien. Ouais. Non, c'est vraiment merci de passer du temps avec nous. Donc là, on revient un peu au CHUM et au travail qui a été fait entre Liette et puis Céline. Céline, tu pourrais peut-être revenir avec nous, puis tu pourrais peut-être laisser aussi Liette aussi présente dans notre cercle là. Peut-être revenir un peu sur comment tu as vécu cet accompagnement et surtout comment ça t'a aidé à être encore plus proche de ton équipe de soins et à être encore plus à l'écoute de ce qu'ils pouvaient te dire et que toi et que eux aussi soient plus à l'écoute de ce dont tu avais besoin. Oui, donc merci, Dr. Pomrier, pour ce temps d'antenne. C'est très apprécié. Je suis entre quelques rendez-vous. Je suis désolée, c'est pas optimal dans une voiture, mais au moins, on est capable de se parler. C'est tout ce qui compte. Alors, pour répondre à la question, Dr. Pomrier vous le disait, je suis Céline Taillane. Ma trajectoire de soins s'est passée vraiment déroulée tout du long de 2021. Donc, c'est quand même assez récent. Liette Lorrain était ma patiente accompagnatrice, comme vous disiez. J'ai eu la chance d'avoir Madame Liette Lorrain comme patiente accompagnatrice. C'était très, très, très utile pour moi. Puis juste vous dire, moi, c'est vraiment mon infirmière pivot. Madame Janie Bernier, qui m'a vraiment souligné et surligné l'importance et l'utilité du programme Parole Onco. Ensuite, j'ai eu la chance aussi d'avoir mon chirurgien oncologue, Dr. Rami Younan, qui m'en a parlé, qui m'a remis un pamphlet également. Et triplement, Dr. Joseph Bouméry, mon chirurgien plasticien. Alors là, tout le monde en avait parlé. Après, c'est à la patiente et au patient d'embarquer et d'essayer. Donc, j'ai écrit, j'ai été matchée avec Liette. Et ça s'est très bien passé. Il y avait un bon fit. Puis on parlait tout à l'heure d'écoute et de temps. C'est sûr que c'est l'écoute, c'est le temps. Et aussi, je voudrais souligner, moi, j'ai la chance d'être éduquée, instruite, débrouillarde donc les conversations, le lien avec les médecins spécialistes, ça se passait bien, les infirmiers, les infirmières, tous les professionnels de la santé en général. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est une question de gêne, c'est une question d'hésiter, de pas poser ses questions, de pas savoir qu'on peut poser des questions. Donc, ça va jusque là. Toute la littératie aussi a un impact. Donc, si pour moi ça a été utile, je vois pas comment ça pourrait être inutile à qui que ce soit. Après, c'est une question de volonté, de fit, de temps. Mais c'est ça. Donc, Liette, avec moi, prenait le temps. Elle écoutait. On partageait surtout. Ça allait de l'équipe de soins, de ce que je pouvais demander, pas demander, où j'en étais, à quelle étape. Est-ce que je m'étais bien questionnée sur tout? Est-ce que j'avais pris toutes les décisions avec toute la lumière qu'il fallait, qui était jetée dessus? Puis aussi, par rapport à la famille, les proches, les collègues, le travail, comment on gère ça? On quitte, on est en congé de travail, en congé de maladie. On a une équipe à gérer. Moi, j'avais une équipe internationale sur tous les continents. Donc, comment ça se passe? Comment on dit aux proches, aux moins proches, à tout le monde, même à des voisins, voisines, à des gens qu'on croise. Donc, c'est toute une adaptation, c'est toute une approche à avoir qui est différente, qui varie sur un éventail de personnes qui nous entourent. Donc, Liette m'a beaucoup aidé avec ça, m'a accompagné avec ça, prenait le temps de m'écouter, de m'entendre, on partageait des opinions. On se lançait la balle un peu comme un sounding board pour voir quelle était la meilleure approche, qu'est-ce que je pouvais faire, des fois des trucs auxquels j'avais pas pensé. Donc, on échangeait beaucoup. Alors, c'est très, très, très enrichissant. C'était d'une utilité incroyable. Ça fait une grande différence. Donc, pour moi, puis encore aujourd'hui, je suis revenue à temps plein au travail et je continue à avoir un lien avec Liette. Je suis passée à travers une trajectoire de longue chimio, 2 protocoles, chirurgie, oncoplastie, niveau 2, mastectomie partielle, radiothérapie, le maximum qui pouvait être donné, hormonothérapie, ça continue. Ça fait plus d'1 an, ça va faire 1 an et demi maintenant. Ça continue, ça va continuer pour plusieurs années encore si tout va bien. Donc voilà. Ça, je sais pas si ça résume. Je peux continuer à développer. Vous me direz Dr. Pomrier ou Liette. Non, mais c'est tellement... Céline, je m'excuse, j'aimerais, parce qu'à un moment donné, Céline, quand tous tes traitements ont été terminés, ta trajectoire de soins, oups, t'es tombée comme dans un vide. Puis ça, il y a plusieurs patientes qui sentent ça. Elles se sentent un peu délaissées parce que c'était tellement intense durant le parcours. Et puis, c'est ça, j'aimerais ça t'entendre à ce niveau-là parce qu'on a beaucoup discuté ensemble aussi. Et tu te demandais si c'était fini mon intervention parce que tu n'étais plus en trajectoire de soins.
Oui, Alors, oui, c'est un bon point, Liette, c'est un bon point, j'en rappelle comme si c'était hier. Alors, quand j'ai eu la bonne nouvelle, et c'était une bonne nouvelle, là, pourtant, c'est une bonne nouvelle. Donc, docteur Younan me dit, tous les résultats sont négatifs. Donc, finalement, tout est super, tout va bien. Ganglions et tout. Après l'examen pathologique, l'analyse pathologique, il y avait plus rien, il restait plus rien. Donc, c'était à 100% un franc succès. Puis là, c'est une super bonne nouvelle. Puis bon, j'ai pas sabré le champagne. Je regardais Dr. Younan, je me disais, OK, puis là, je fais quoi? Après toute cette trajectoire, après tous ces soins, après toute cette intensité de traitement, de pré-traitement, de post-traitement, de tout, je me disais, oh, c'est quoi la suite? Là, je fais quoi? Est-ce que je retourne au travail? Je fais quoi? Donc, Liette, à ce moment-là, ma patiente accompagnatrice, c'était très, très, très utile. Docteur Younan aussi m'a tout de suite répondu. M'a dit ce qui s'en est, l'hormonothérapie et tout, c'était quoi la suite. Puis bon, on a eu cette conversation. Mais avec Liette aussi, on a pu continuer. Donc, tout de suite, j'ai emailé Liette, j'ai envoyé un petit courriel, on s'est parlé. Puis, elle avait vécu la même chose, puis plein de patientes et de patients vivent la même chose. Alors, on a pu remettre quelques pendules à l'heure de ce côté-là pour refaire une ligne d'horizon, une ligne de temps, en se disant, OK, je me situe environ ici, OK, voici ce que je pourrais faire, pas faire, voici à quoi m'attendre pour la suite. Donc, c'est vrai. Donc, alors que les traitements les plus intensifs, entre guillemets, étaient derrière moi, je me questionnais puis je me disais, qu'est-ce que je fais? Donc, très, très bonne question. Puis oui, encore une fois, Liette, avec les appels, des appels qu'on faisait pas par Teams, on n'avait pas de visio, on n'avait pas de visuel, c'était volontaire, ça se passait très bien. Éventuellement, on s'est rencontrés. Il y avait aussi toute la COVID aussi, toute la pandémie, le contexte pandémique qui permettait pas qu'on se voit. Mais on l'a pas fait par visio quand même, et ça a été très utile, même après la chirurgie et tout, pour tout le reste. Ouais. Oui, puis ça fait un bon pont justement avec le pont vers la maison. On a discuté de ça aussi en début de matinée, là, de montrer que vraiment l'accompagnement doit aussi se faire après la transition des traitements. Puis merci de l'avoir encore souligné. Cette période est particulièrement critique. Il y a beaucoup d'attention, beaucoup de personnes autour de soi, etc. On est dans constamment avec plein de nouvelles informations, des décisions à prendre et tout, puis tout d'un coup, paf, on sait plus où on en est, et c'est pas évident du tout. Là, il y a comme le combat qu'on a mené là, et après il y a une énergie qui redescend, et comment on retrouve un nouvel état d'équilibre. C'est pas simple du tout, et d'avoir tissé en amont cette relation de confiance, de capacité de discuter librement sur tous les sujets aide beaucoup aussi à rebondir sur cette période un peu particulière. Oui, parce que comme vous dites, c'est un tourbillon, puis tout d'un coup, les choses se calment, ou un semblant de calme, puis c'est ça, là, on se dit déjà, on est attaché, on est en confiance avec notre patiente accompagnatrice, puis je me dis, est-ce que ça s'arrête là aussi? Parce que là, c'est bon, on me dit que j'ai plus le cancer, donc c'est terminé, alors que il y a quand même des soins qui se poursuivent, il y a quand même encore des questions, il y a un besoin qui est là. Donc, quand Liette m'a dit que ça se poursuivait, pour moi, c'était très rassurant. Alors, franchement, tout au cours de la trajectoire, avant le début de la trajectoire de soins, alors qu'on a le diagnostic, jusqu'à après, alors qu'on est, par exemple, dans mon cas, sur hormonothérapie en ce moment, mais quand même, et ça continue, puis l'accès est encore là. Alors ça, c'est ultra précieux. C'est génial. On va se quitter là-dessus, en sachant que là aussi, on a vu qu'il y avait plusieurs modèles. Il peut y avoir des modèles de continuité des patientes accompagnatrices dans l'établissement. Il peut y avoir aussi un lien avec des organismes communautaires qui peuvent faire le relais. Enfin bref, donc c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là, c'est d'avoir beaucoup de flexibilité et de pouvoir vraiment répondre aux enjeux locaux, des spécificités aussi géographiques, etc. Et puis aussi historiques. Il y a des liens qui étaient déjà existants, comme par exemple en Gaspésie. Donc, un immense merci à vous deux. Là, c'était excessivement inspirant. On vous souhaite en tout cas le meilleur et des journées pas trop chargées. Je sais que là, vous êtes en campagne électorale, donc c'est quand même assez complexe. C'est intense, mais je prends quand même soin de moi sur les bons conseils de toute l'équipe médicale ainsi que de Liette, ma patiente accompagnatrice. Mais je fais très attention, mais c'est très enthousiasmant aussi et motivant, oui. Oui. C'est génial. Super. Écoutez, vraiment, merci encore d'avoir pu être parmi nous. Et puis, bonne continuité. Et puis, on va avoir du plaisir de toute façon à rester en contact et à avoir de vos nouvelles régulièrement. Merci beaucoup. Merci. Puis, c'est tellement important que ça reste pérenne. Merci pour tout ce que vous faites. Toute l'équipe. Merci. Grande nouvelle. Merci. Gros bisous à Liette. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Donc là, on va passer à notre duo du CHU de Québec. On a la chance de pouvoir accueillir donc Claire Brousseau, qui est infirmière donc dans l'équipe de génétique sur le côté donc détection des situations potentiellement à risque de développer des cancers du sein. Et nous avons la chance de retrouver Madeleine, parce qu'elles vont vraiment revenir sur plusieurs situations qu'elles ont vécues ensemble et qu'elles ont été capables de pouvoir dénouer ensemble grâce vraiment au contact privilégié qu'avait Madeleine avec certaines patientes. Donc, ça a beaucoup aidé ensuite Claire à pouvoir rebondir et à trouver des solutions. Donc, peut-être vous pouvez nous partager quelques exemples. Madeleine, oui. Veux-tu? Oui, on a le docteur Chiquette qui est avec nous autres aussi, qui pourrait nous joindre parce que ça, elle aussi, oui, c'est ça, docteur Chiquette, où êtes-vous? Merci. On vous veut toutes les trois, là. Rejoignez-nous. Alors, c'est ça. C'est sûr qu'à Québec, compte tenu que la situation est différente un peu pour nous comme patientes accompagnatrices parce que comme on travaille en prévention avec des femmes qui sont porteuses de mutations génétiques, mais qui n'ont pas nécessairement développé de cancer, quand elles veulent nous parler, souvent ça va être des décisions des fois de chirurgie préventive ou pas, ou juste nous entendre parler de comment on a vécu ça, on peut juste valider les émotions qu'elles vivent, des choses comme ça. Alors, j'entendais tout à l'heure Mme Chartier, Mme Etayan parler du contact qu'elles ont développé avec leurs patientes accompagnatrices. Elles se sont vues plusieurs fois, elles se sont parlé plusieurs fois, ce qui n'est pas le cas à Québec. C'est pour ça qu'on n'a pas avec nous de patientes accompagnées. Vous comprendrez que même s'il y a un lien de confiance qui peut s'établir dans une discussion de 30, de 45 minutes ou de 60 minutes, c'est rare qu'on a des nouvelles de ces patientes-là par la suite parce que ça a bien répondu à leurs besoins. Alors, le plus souvent, je vous dirais, il n'y a pas de retour qui est fait nécessairement à l'équipe de soins parce que c'est pas nécessaire. J'ai sorti par contre des situations pour lesquelles je suis revenue soit à Claire ou au docteur Chiquette pour vous donner un peu une idée de ce qu'on fait. Le docteur Chiquette, c'est sûr que c'est ma personne référence pour toutes les nombreuses connaissances médicales. Des fois, c'est arrivé, docteur Chiquette, que vous m'avez envoyé de la documentation, il y a des nouveaux gènes qui sortent. Je sais pas trop c'est quoi, ça fait que vous me mettez sur la piste, peut-être que vous pouvez... Oui, je pense que c'est important de ces échanges-là. Là, on est vraiment une équipe, puis je pense que les patientes accompagnatrices doivent être au courant. Des fois, Madeleine, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Alors, c'est sûr qu'au long des années, des fois, il y a des recommandations qui changent, il y a des nouvelles choses. On a des nouvelles mutations génétiques pour lesquelles il peut y avoir des recommandations de chirurgie préventive. Fait que c'est sûr qu'on échange. Puis j'essaie de mettre dans la note de référence à Madeleine, je vais essayer de mettre un petit, de l'information aussi pour qu'elle soit à même dans sa discussion avec la patiente accompagnatrice, de l'accompagner vraiment comme il faut dans son cas. C'est ça. Avec Claire, Claire va me référer. C'est sûr que la majorité des patientes accompagnées me viennent du docteur Chiquette qui a fait le dévoilement du fait qu'elles étaient porteuses de mutations. Mais c'est quand même arrivé que j'accompagne des femmes, Claire, qui assistent le matin à la rencontre. Puis moi, je me présente. Puis par la suite, Claire, dernièrement, c'est arrivé qu'elle t'a parlé à quelqu'un. Effectivement, c'est ça. Ça arrive là qu'on fait la rencontre, puis suite à la rencontre, des fois, les patients ont de l'information à demander sur, entre autres, les chirurgies, comment ça va se passer, c'est quoi la suite des déroulements, là, tout ça. Fait que tout ce qui est du côté médical, tout ça, c'est sûr que moi, je vais y répondre. Mais si je sens que la patiente a besoin d'aller un peu plus loin là au niveau du partage de l'expérience, par exemple, au niveau de la collaboration, soit que c'est la patiente, des fois, qui le demande elle-même, puis elle dit, est-ce que je peux téléphoner directement avec Madeleine ou c'est elle qui va m'appeler, comment ça fonctionne? Ou moi, je vais offrir, puis je vais dire, tu sais, dans le fond, ça pourrait juste apporter là, une écoute, puis fait que donc, je vais référer aussi à Madeleine. Fait que c'est un peu comme ça. Puis, dans le fond, la patiente peut aller voir Madeleine, mais elle pourra aussi me revenir pour d'autres questions, mais sans que je fasse nécessairement le lien qui a été suivi avec Madeleine, nécessairement. Là. En tout cas, la façon qu'on fonctionne pour nous là, actuellement. C'est ça. Des fois, je parle à des patientes, comme j'ai le souvenir d'une patiente qui disait, là, je sais pas où je dois me faire opérer, là,
avait comme 3 territoires, là, Québec, Montréal, Sherbrooke. Moi, c'est sûr qu'elle me parle de ça comme patiente accompagnatrice. Je dis là, je peux pas vous aider beaucoup là-dedans, mais je vais vous donner le numéro de Claire, notre infirmière, puis elle va vous aider. Ça fait que, tu sais, c'est comme ça un peu. Comme ça m'est arrivé à un moment donné aussi d'écrire un petit mot, docteur Chiquette. C'est arrivé avec Alexandrine, notre autre patiente partenaire. La dame à qui elle fait l'accompagnement lui dit, écoutez, je viens de découvrir que je suis enceinte de mon 3e bébé. C'était pas prévu. Elle voulait se faire opérer en prévention. Mais là, elle voulait savoir au niveau du calcul de risque, le fait qu'elle est enceinte, est-ce que ça augmente son risque de développer un cancer parce qu'elle était porteuse d'une mutation. Ça fait que là, on a fait la démarche auprès du docteur Chiquette pour qu'elle puisse la rappeler parce que c'était de son domaine. Alors, on rebondit, je vous dirais, là, une envers l'autre comme ça, là, et c'est ce qui fait le beau travail d'équipe, la circulation d'informations aussi. Quand on n'est plus dans notre rôle, on connaît bien le rôle des autres, on peut le faire. Si je vous donne d'autres exemples aussi. Oui, vas-y, Claire. Non, effectivement, je t'appuie, c'est correct. Oui, c'est ça. Il y a une patiente partenaire à un moment donné, une patiente à qui j'avais parlé qui avait une mutation génétique qui était quand même assez rare. Et puis j'avais parlé avec elle, elle était très intéressante. Elle me dit comme ça, moi je travaille encore, mais le jour où je travaillerai plus, là où je vais être à la retraite dans quelques années, j'aimerais ça vous accompagner, faire un peu ce que vous faites. Fait que ça m'est resté en tête. Je me prends toujours des petites notes et quelques mois plus tard, on a une autre patiente qui est porteuse de cette mutation-là qui est assez rare, puis qui me dit je comprends pas trop, là, il n'y a pas beaucoup de recherches de fait. Et là, je repense à ma première patiente, puis je lui dis, écoutez, si vous permettez, je vais faire un appel à quelqu'un d'autre pour voir peut-être qu'elle va être plus à même de mieux vous accompagner. Alors, j'ai rappelé ma première patiente pour lui dire, je veux pas te prendre à temps plein, je sais que tu travailles encore, mais j'aurais une patiente, je pense qu'elle bénéficierait beaucoup de ce que tu as vécu parce que vous n'êtes pas beaucoup à être porteuse de cette mutation-là. Elle m'a dit oui, pas de problème, j'ai transmis mes coordonnées, elle l'a rappelé. Fait que ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes. Autant avec la Fondation québécoise du cancer, comme je disais tout à l'heure, parce que Alexandrine et moi, Alexandrine est quand même plus jeune que moi, mais on n'a pas personne dans la vingtaine là, ou dans la jeune trentaine qui est patiente avec nous autres. Ça fait que quand ils veulent parler à quelqu'un de plus jeune, je fais affaire avec la Fondation québécoise du cancer, même si les patientes ne sont pas porteuses de mutations génétiques, si elles ont développé un cancer, souvent ça va être des femmes qui ont eu des opérations pour un cancer, mais ça peut ressembler aux opérations qui sont faites en prévention là, au niveau de la génétique. J'ai proposé à des patientes aussi des rendez-vous possibles avec une sexologue qui est à l'hôpital du Saint-Sacrement quand ça touchait plus au niveau là, des enjeux de reproduction, de sexualité, de désir sexuel, hormonal aussi. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez les femmes qui vont se faire opérer pour les ovaires de ce côté-là, avec raison. Donc, il y a des femmes aussi qui m'appellent de d'autres régions qui sont porteuses d'une mutation génétique, qui l'ont su, mais qui n'ont pas eu accès à de l'information génétique. Alors, on peut là, j'appelle Claire. Dans ce temps-là, hein, Claire. Exact. Il faut que tu puisses les inscrire. Ou encore, Mariama, notre agente administrative, va leur envoyer de l'information, le livret et tout ça, là. Alors, ça aussi, c'est des choses qui existent. Ensuite, on a vécu une situation aussi d'une femme qui est porteuse de mutation génétique, puis qui me dit, moi, je parle pas à ma sœur, on n'est pas en bon contact, puis tout ça. Puis là, je lui dis, est-ce que vous trouvez important qu'elle soit au courant? Fait que là, elle me dit, ben oui, je lui ai demandé, est-ce que vous me donnez l'autorisation, moi, de l'appeler pour pouvoir lui dire qu'il y a une mutation dans la famille. Elle ne saura pas que c'est vous, mais qu'il y a ça aussi. Ça fait que dans ce temps-là, avant, tu sais, pour me valider aussi au niveau éthique, toutes ces choses-là, Claire, mais d'une grande aide, on va discuter de ça au niveau éthique. J'ai-tu le droit de faire ça, moi, d'appeler la sœur? Si j'ai eu l'autorisation de la madame, ça me prend-tu quelque chose d'écrit, là, tu sais, fait qu'on échange sur ces sujets-là. C'est arrivé dernièrement aussi, hein, Claire? Oui. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est des choses de ce type-là qu'on fait ensemble, puis qui nous donnent, je pense, d'excellents résultats. Puis le je pense que c'est apprécié des patientes, parce qu'on a une patiente accompagnée par Madeleine, parce qu'elle était porteuse de mutation, mais elle avait aussi un cancer du sein, qui est très motivée pour le nouveau projet de Parole Onco, d'accompagnement en oncologie mammaire. Elle a dit, ça m'aurait pris ça pour mon accompagnement de cancer, là, tu sais. Alors, je pense que les choses
il faut travailler en équipe, les choses vont toutes ensemble. Oui, puis ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a des gens qui appellent, qui sont d'un peu partout dans le fond. Qui sont pas nécessairement reliés à un centre hospitalier ou à un réseau quelconque. Fait que donc, ces gens-là, en tout cas, je trouve que quand ils ont la chance de pouvoir avoir un numéro de téléphone ou appeler, puis qu'on peut apporter un peu d'aide à ces gens-là pour essayer de les rediriger, je pense que ça peut être aidant là, pour la population, finalement, en général. Là. Notre expérience n'est pas juste avec des personnes atteintes de cancer. Puis souvent, les personnes à risque élevé, porteuses de mutations, sont vraiment dans une craque là, parce que elles bénéficient pas nécessairement des services qu'une patiente atteinte de cancer peut avoir, travailleuse sociale, psychologue et tout le Bataclan. Il faut travailler pour qu'elle puisse l'avoir parce que c'est souvent aussi anxiogène d'apprendre qu'on est porteuse d'une mutation avec un risque élevé de cancer que d'avoir un cancer. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail à faire de ce côté-là là, pour que ce soit équitable pour toutes ces femmes-là et ces hommes-là. Il y a des hommes aussi. Puis, je pourrais juste ajouter, il y a la complexité aussi au niveau de la famille. En fait, on n'a pas affaire seulement à l'individu, mais on a affaire à l'individu avec sa famille. Fait que c'est tout à savoir, est-ce qu'il faut que je diffuse? Je devrais-tu diffuser? Est-ce que je garde l'information? Des fois, sa famille, c'est de la famille qui est biologique, mais qui n'a jamais connu. Ça peut venir bouleverser l'autre famille. Ils sont pas nécessairement en contact. Fait que c'est des sujets quand même qui amènent quand même beaucoup de discussions, qui demandent beaucoup d'écoute, puis qui permet aux gens d'avancer dans ça. Fait que c'est sûr qu'à Québec, on avait un projet un peu particulier parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on était beaucoup en prévention. On est en train de développer le projet pour de l'accompagnement un peu. J'ai écouté là, les projets là, du CHUM et de l'Est de Montréal, là, ce que vous faites. C'est vraiment super. C'est bien certain qu'on va s'inspirer énormément de ce que vous faites. Vous allez entendre parler, nous autres, probablement avec des questionnements et tout ça parce que on veut établir ça. Moi, c'est sûr que je suis porteuse de mutation génétique, mais heureusement pour moi, j'ai pas développé de cancer, ça fait que je peux pas accompagner des femmes au niveau de leur traitement de chimiothérapie ou de radio. Là, je peux pas parler de ce que j'ai pas vécu. C'est qu'on est en train de faire le recrutement de femmes, beaucoup via la Fondation québécoise du cancer, qui vont pouvoir participer à ce projet-là. Et c'est certain que vous êtes d'une inspiration formidable pour nous autres. Là. Fait que je sais pas si vous avez quelque chose, Claire ou Dr. Chiquette, à rajouter. Moi, ça viendrait clair. Moi, j'en aurais une question là, vraiment sur l'apport de la qualité de votre travail à toutes les deux là, bien sûr, Dr. Chiquette et puis Madame Brousseau là. On parle beaucoup là quand même des difficultés des professionnels de la santé là actuellement à travailler dans de bonnes conditions, etc. Est-ce que vous avez l'impression justement que ça améliore aussi là le fait d'avoir cette personne qui est en soutien aussi à vos propres interventions? Comment vous voyez ça là? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Là. Oui, ben de toute façon, son point de vue est très important là. On se passerait plus d'avoir le point de vue de Madeleine là, tu sais, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer parce que, comme on dit, on pense souvent qu'on sait ce que le patient veut, mais il n'y a rien de mieux qu'un patient pour nous dire qu'est-ce que sont les besoins, là, tu sais, nous remettre sur la terre, là. Alors, je pense qu'on peut pas se passer de cet apport-là, là. C'est vraiment, ça a été vraiment quelque chose de motivant parce que des fois, on se décourage un peu avec, comme on dit, toutes les embûches administratives pour promouvoir quelque chose, mais vraiment, là, l'arrivée de Madeleine, c'est un œil rafraîchissant, c'est vraiment, vraiment important. La problématique, je pense que pour le moment, pour moi, la problématique que j'ai, puis les patients l'ont souligné, je voyais dans un des rapports, c'est le suivi, le lien avec la première ligne. Comment impliquer les médecins de première ligne sur... Les patients finissent par en savoir des fois plus que le médecin de première ligne. Puis des fois, ben, comme on manque, souvent les patients, on leur dit, ben, il faut que vous ayez un suivi. Oui, mais je n'ai plus de médecin de famille, là. Qui fait ce suivi-là? Hein? Les programmes de dépistage éliminent les personnes à risque en cancer du sein, c'est juste pour la population générale. Le nouveau programme colorectal qui va s'annoncer, c'est aussi juste toutes celles qui sont à risque, qui sont pas là-dedans, sont supposées être suivies par leur médecin de famille. Mais
Il n'y en a plus. Fait que ça, moi, c'est une de mes problématiques, là. C'est peut-être pas dans le sujet de l'accompagnement, mais je pense que les patientes qui accompagnent doivent l'entendre souvent, mais j'ai pas personne pour me suivre par après, là, que j'ai fini mes soins actifs, là. Ouais, et puis là, vous revenez sur un point qu'on a un peu soulevé là sur le pont vers la maison. Et dans le modèle qu'on a travaillé avec Christine, il y avait justement à la fois l'infirmière pivot qui prépare la fin des traitements et le lien avec le médecin de famille, mais aussi le patient accompagnateur qui aide aussi et en soutien à l'équipe de première ligne pour vraiment s'assurer en tous les cas qu'ils ont bien toutes les informations, etc. Et puis qu'ils aient un contact privilégié avec les équipes évidemment hospitalières. Et permet aussi aux patients de finalement faire une transition vers la médecine de famille qui soit encore plus harmonieuse puisqu'il y a toujours la même personne qui est toujours là. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. Et moi, j'aimerais beaucoup travailler là-dessus pour les prochaines années dans le cadre de Parole Onco, de voir comment on favorise en amont et en aval, parce que vous l'avez dit aussi, là, il y a tout le problème de comment ça s'appelle, de vraiment faire la prévention de personnes qui sont à risque. Et celles qui ont été évidemment traitées, de voir comment on peut relier tout ça via des patients accompagnateurs, via des IPO, via bien sûr tout ce qui est le monde communautaire avec beaucoup d'associations qui peuvent aussi beaucoup nous aider à faire en sorte qu'il y ait une meilleure fluidité dans tout le parcours de soins. Là, donc vraiment un immense merci. Vous êtes super inspirantes toutes les trois. C'est impressionnant de voir au cours de là maintenant, ça fait quand même 4 ans qu'on se revoit chaque année et autres. On voit que la maturité de l'équipe est absolument exceptionnelle. Vous avez atteint un degré, je pense, de maturité, de vos 2 patientes accompagnatrices dans l'équipe clinique qui est juste remarquable. On voit la fluidité des informations, comment vous n'hésitez pas à vous interpeller mutuellement pour au-delà de vos titres, de vos formations et autres. Vous savez que c'est grâce à cette capacité d'aller chercher le meilleur de chacune qui va faire en sorte que les patientes et les patients que vous voyez vont pouvoir vivre une expérience beaucoup moins traumatisante et beaucoup plus en lien avec leurs propres valeurs et leurs besoins. Là. Et c'est impressionnant, là, franchement. Là, Je voudrais juste terminer en disant que dans le fond, vous disiez, Claire, qu'est-ce que ça a apporté de plus? Ben, ça vient jouer au niveau du temps, que ce que je mentionnais, dans le fond, c'est plus un esprit collaboratif et un esprit de complément. Puis moi, ce que ça me fait comme impression, c'est que j'ai l'impression que je laisse pas tomber le patient. Quand j'ai répondu à ces questions, mais que je sais qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va prendre la relève, ben, c'est ça. C'est cette impression-là que ça me donne, que je laisse pas tomber le patient. Puis il va me revenir si jamais il y a quelque chose, mais en attendant, il y a quelque chose d'autre qui est là pour lui. Merci pour ce beau projet, Marie-Pascale, que tu nous as proposé. Puis ça a renforcé les liens de l'équipe. Là, tu sais, c'est génial. Tout est en lien. Ouais. Oui, puis c'est cette roue vertueuse qui est extraordinaire. Puis moi, j'ai eu la chance comme ça de faire votre connaissance. Là, franchement, Jocelyne, tu sais à quel point je suis une fan de ta manière d'être avec les patients. C'est impressionnant, ton humanité transpire dans tous les sens. C'est incroyable comment tu as permis de pouvoir vivre, c'est incroyable, puis de faire en sorte maintenant qu'il devienne un projet endossé par l'ensemble de l'établissement, c'est pour l'amener à un autre degré de maturité, c'est exceptionnel, franchement. Mais je pense que dans les temps qu'on vit, la bienveillance est importante. Elle court pas les rues quand on écoute les médias, là, mais je pense qu'elle est importante et on voit qu'elle existe. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de patientes partenaires. Merci aux patientes partenaires qui veulent travailler avec nous. Puis je pense que c'est important d'avoir ces beaux projets-là en tête. On a la chance d'avoir Cécile là qui quand même est à Paris ou je ne sais pas où tu es là en ce moment là ou en Bourgogne. Mais est-ce que tu peux, comme tu as ta main levée, je te laisse la parole. Oui, j'avais une question. Alors, déjà, je rejoins tous les commentaires. Vraiment, les échanges sont magnifiques et c'est vraiment très émouvant tous les échanges et je rejoins Marie-Pascale là, notamment là toutes les trois de voir à quel point les choses paraissent simples alors que quand on sait à quel point ça peut être compliqué effectivement et que quand on entend toujours parler de décloisonnement, vous le vivez au quotidien et ça semble pas si compliqué que ça, alors que ça l'est vraiment. Et j'avais une question plutôt à destination des patients partenaires, y compris les personnes qui sont intervenues tout à l'heure. J'ai entendu à un moment qu'une des patientes partenaires avait été là pour une patiente au moment où elle avait la question la plus difficile de sa vie à prendre.
Et je me disais que finalement, c'était une sacrée responsabilité pour les patientes accompagnatrices d'être là à ces moments-là aussi, parce que finalement, vous partagez en fait une intimité que même les professionnels ne partagent pas à certains moments. Et je me dis que ça doit pas être si simple. Et voilà, je m'interrogeais pour savoir comment vous travaillez ces questions-là à titre personnel pour le coup, parce que vous avez à échanger avec les patientes sur des choses très intimes, parfois très douloureuses, et je trouve que c'est très courageux de votre part, mais que c'est peut-être pas toujours aussi simple. Voilà. Je ne sais pas si tu veux réagir, Madeleine, et Isabelle aussi. Oui. Allez-y. Mais je vais peut-être plus laisser la patiente partenaire là, dans cette situation-là. Comme je vous disais, moi, j'ai pas nécessairement de dossier où ça va être des questions de cet ordre-là. Alors, je vais laisser plus l'autre patiente. Pardon, il me semble aussi dans les choix qui sont à faire par rapport à ce que vous expliquez, oui. après tout le travail qui a été fait de choix de chirurgie ou de pas chirurgie, je pense que pour le coup, là aussi, vous êtes à l'intersection de choix qui sont quand même vraiment importants. Mais bon. Oui. Mais vous savez, ce qui est important là-dedans, c'est pas nous qui prenons une décision. On est là pour accompagner la personne à prendre la décision. Puis c'est en lui posant des questions, souvent en étant à l'écoute. Puis des fois, juste en questionnant un petit quelque chose, là, puis comment je dirais, le poids de la réponse à trouver n'est pas sur nos épaules à nous, est vraiment sur les épaules de la personne. Et ce qui est réconfortant pour moi, c'est que je sens que je fais un petit plus pour cette dame-là que j'accompagne, parce que souvent, elle va me dire après, oh, ça m'a fait du bien de vous parler. Souvent, elle n'a même pas encore sa réponse, mais elle me dit, oh, ça m'a fait du bien de vous parler, d'échanger, je vais maturer ça, mais au moins, j'ai exprimé mes affaires, puis ça m'aide à classer un petit peu dans ma tête. Là. Ça fait que moi, quand j'ai ça, j'ai ma paye. Pour moi, c'est ça. C'est merveilleux. Dernière intervention, Mado et puis Laura. J'aimerais réagir à la question. C'est que dans le fond, oui, c'est certain que dans le fond, on est une personne qui accompagne une personne. Donc, c'est notre expérience personnelle. On va pas, moi, je dis, il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. OK? Et dans ce sens-là, il y a deux choses que je retiens de votre questionnement. C'est d'une part, plus on va être en lien avec l'équipe de soins, plus on va être capable de faire une référence si on sent qu'il y a une détresse qui dépasse ce que nous autres, on est capable de faire. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose aussi, c'est de savoir que comme patiente accompagnatrice, on peut peut-être avoir de l'aide, nous, comme personne. Par exemple, je me souviens que dans l'équipe, il y a une patiente accompagnatrice qui a vécu le décès de la patiente qu'elle accompagnait. Et elle a trouvé ça très difficile. Fait que là, elle a pu être aidée personnellement. Fait que c'est les deux dimensions. Mais il reste qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que comme patiente accompagnatrice, les gens, les patients qu'on accompagne, ils ont accès à nous rapidement. Et pas souvent, pas nécessairement à la professionnelle qui va peut-être avoir un rendez-vous quelques semaines plus tard ou je ne sais trop, ou à son professionnel. Donc, il y a la relation qui est créée, puis il y a aussi l'immédiateté de la réponse qu'on peut donner. Alors voilà. C'est intéressant ce que tu dis aussi sur la boucle qui est plus rapide. Hein. C'est très intéressant quand on voit vraiment la tellement belle communication que vous avez là. On sait que les choses vont se régler rapidement, qu'on va rebondir facilement dès qu'il va y avoir une problématique. Là, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, l'histoire de la femme qui était enceinte et puis qui finalement n'avait pas vraiment ramené à l'équipe clinique, mais c'est repassé par la patiente. Puis hop, tout de suite, on a changé la décision pour la reporter quand elle aura accouché. Là, c'est assez extraordinaire, quoi, vraiment. De voir ça là. Israël, tu voulais intervenir, puis après on va laisser la parole à Laura qui avait aussi une question de Bordeaux, donc c'est intéressant. Oui, en fait, je voulais juste ajouter brièvement, oui, c'est vrai là que c'est une boucle plus rapide de rejoindre occasionnellement le patient accompagnateur, d'avoir une réponse plus rapide, plus tôt. Souvent, les équipes médicales sont rejoignables, mais est-ce que avant que le médecin soit rejoint et qu'il réponde, des fois, il y a un certain temps et le patient accompagnateur est je dirais, un maillon de l'équipe, puis
c'est hyper important, mais au-delà de ça, je voulais vous dire également que à Maisonneuve, on a développé aussi une communauté de pratique là où est-ce que les patientes se réunissent, puis à l'occasion, je joins, puis il y a d'autres professionnels qui se joignent à ces rencontres-là, puis on en discute de ces situations-là, qui sont partagées et puis qui peuvent permettre non seulement de faire grandir la personne qui l'a vécu, mais également le reste de la communauté. Il y a des questionnements qui peuvent s'en suivre après une expérience comme celle-là. Et à titre de professionnel de santé, on est interpellé, on nous demande notre opinion et puis je trouve que c'est très, très, très dynamique et très motivant de participer à ces périodes-là. Puisque nous aussi, on apprend un petit peu puis on est en train de construire quelque chose ensemble et je trouve que c'est encore là, entre nous, c'est une autre roue d'amélioration continue. Donc, c'était un petit point que je voulais ajouter. Mais là, je vais dire un truc hyper personnel, là, mais quand j'ai fait mes études de médecine, là, j'ai été vraiment très, très perturbée par cette relation de pouvoir et de domination, enfin, vraiment d'asymétrie entre les patients et les professionnels. Et ce qui est remarquable vraiment avec l'arrivée des patients accompagnateurs et dans le modèle que vous nous avez partagé là au travers des deux exemples que l'on a eu ce matin, c'est vraiment de faire là, tout d'un coup, quand on dit que le patient accompagnateur est dans l'équipe clinique, là, il y a pas de hiérarchie du tout, là. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous êtes là pour travailler dans la même direction, vous avez à cœur exactement les mêmes objectifs et chacun amène et contribue à faire en sorte que cette trajectoire se fasse de la façon plus optimale. Pour moi, là, c'est waouh, j'en reviens pas, là, je me dis, c'est incroyable, j'avais ça, mais vraiment, là, viscéralement en moi depuis que j'ai commencé mes études de médecine en me disant, mais comment je vais être capable de pouvoir agir là-dessus? Et puis là, vous êtes en train de me donner ça sur un plateau, là, c'est impressionnant, là, vraiment, merci du fond du cœur. Laura, est-ce que vous voulez intervenir? Puis après, on va prendre notre pause. Écoutez, je suis très contente d'être avec vous, même si je suis un peu loin, mais je vous suis et je vous écoute avec beaucoup d'attention. C'est incroyable. Ah oui, pardon. Oui, excusez-moi. Je m'appelle Laura Innocenti. Je travaille dans un centre de lutte contre le cancer à Bordeaux. Donc, en France, il y a des centres de lutte qui sont spécialisés pour ce parcours. Donc, je peux te rappeler dans 2 minutes, Rodolphe? On va à tout de suite. Et donc, du coup, voilà, ma fonction dans cet hôpital est justement d'essayer d'inventer des espaces de diplomatie, on va dire, d'une forme de coordination transversale pour permettre qu'il y ait une forme de réciprocité plus collaborative, justement, entre les professionnels qui sont là pour construire les projets de soins avec les personnes, les patients, et puis d'accueillir avec cet esprit d'égalité, d'apport, la question de que celui qui a été, qui est dans la maladie, mais qui a quelque chose à partager avec celui qui arrive. Et en vous écoutant et en rebondissant aussi sur des propos de tout à l'heure, la question du décloisonnement est une question sûrement aussi culturelle. Je veux dire, l'histoire de la démocratie en santé, c'est des grands mots, mais en France, elle est encore très imprégnée d'une forme de rapport de difficulté du partage du savoir. On a des lois qui posent ça. Il y a des volontés venant de tout horizon. Et donc, évidemment, les gestionnaires en sont aussi des allumeurs de mèches, mais il y a encore quelque chose qui ne se vit pas dans cette fluidité, voilà, de collaboration, comme j'entendais chez Madeleine ou chez le docteur Jocelyne ou avec d'autres personnes. Il y a encore quelque chose qui reste voilà, dans une difficulté de partage de territoire presque, et de zones, des fois de pudeur aussi, et de confiance peut-être aussi. Et pourtant, c'est quelque chose qui est dans l'envie autant des politiques que des professionnels, en tout cas peut-être pas encore tous. Le but, c'est pas d'avoir un consensus, mais c'est de permettre de créer ces espaces-là et de créer les conditions pour qu'il y ait voilà, une acculturation constante. Et à vous entendre, c'est pas parce que
ça marche, que ça a l'air facile. Je vous rassure, on est conscient que c'est voilà une vraie complicité du temps qui fait son œuvre. Et néanmoins, je pense qu'on a encore beaucoup à s'inspirer et à apprendre de comment on peut faire ces éclaircissements, et puis surtout de nous mettre en confiance que, comme vous disiez tout à l'heure, docteur Israël Fortin, il y a toujours une façon pour que la boucle se refasse, c'est-à-dire que ça circule entre vous. Et ça permet après d'être au plus près des personnes qu'on accueille dans un hôpital ou ailleurs. Merci vraiment beaucoup pour ce témoignage. Et puis effectivement, c'est vraiment des changements de culture qui sont pas évidents. Puis je me revois moi aussi quand on est socialisé en tant que médecin et la manière dont on nous amène enfin comment on nous amène à prendre des rôles et puis à les endosser. Là, c'est une façon quand même un peu de les détricoter, là, ces rôles-là. Et il faut vraiment qu'on amène justement dans la formation très, très tôt des professionnels de la santé une nouvelle manière de concevoir notre positionnement dans l'équipe de soins pour pas qu'on ait à le faire quand ils sont déjà en pratique, mais il faut commencer dès le départ pour bien montrer effectivement que chacun a sa place et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les uns et les autres quand on est avec un même objectif, là. Bon, alors là, il est déjà, nous, en tous les cas, au Québec, il est 12h48. Il est donc 18h48 de l'autre côté de l'Atlantique. On va faire une petite pause pour manger. On va reprendre donc dans 45 minutes, un petit peu moins, là. On avait juste 30 minutes. 30 minutes. Retard, OK. On reprend à 13h15. On reprend à 13h15. Et là, je vais vous présenter donc pas mal de données quantitatives et qualitatives plus agrégées du projet. Je serais très intéressée en tous les cas que tout le monde puisse réagir à ces résultats pour pas que ce soit indigeste quand même. Après notre repas, faut quand même que je vous permette d'avoir une bonne digestion. Donc, je suis ravie de cette matinée. C'était vraiment fascinant. Moi, j'ai été excessivement touchée personnellement. Là, vraiment, comme disait Cécile, là, c'était très, très, très émotivement fort, là, franchement. Et merci d'avoir été aussi transparent dans la manière dont vous avez conduit ce projet. Puis j'espère que ça va être une source d'inspiration pour beaucoup d'autres équipes. Et on se retrouve donc très, très vite. Et bon appétit, ou en tout cas bonne pause, et à très vite. Merci. Merci. Vous restez en ligne, on ne ferme pas le Zoom là. À tout de suite.